Et sur ce plateau, Anne Kratz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire et senior fellow à l'Institut Open Diplomacy. Merci d'être sur ce plateau. Également avec nous, Anthony Bélanger. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste spécialiste des relations internationales et vous êtes notamment chroniqueur sur France Inter. On va d'abord parler de l'escalade dans les tensions franco-turques avec d'abord ces attaques de Erdogan à Emmanuel Macron qu'il soupçonne dimanche d'avoir, je le cite, un problème envers l'islam à qui il recommande de subir des examens médicaux. À quoi joue pour vous le président Erdogan? Pourquoi s'attaque-t-il aussi violemment à Emmanuel Macron, Anne Kratz? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il marche sur les brisées de Donald Trump, si on peut utiliser cette analogie, en utilisant cette rhétorique casse-cou, casse-tout. Et pourquoi il l'utilise contre Macron en particulier? Ça ne date pas d'hier, comme vous l'avez tous Côté excessif, constaté. vous voulez dire, ça vient aussi de... Bien sûr, voilà, la rhétorique est excessive, ouais. mais la rhétorique, c'est le problème de la diplomatie actuelle. Elle est excessive partout. Elle envahit le monde politique à toutes les étapes. Il est évident que depuis quelques années maintenant, Erdogan est un trublion. Il agit contre l'OTAN en achetant des armes russes Oui. et en provoquant jusqu'au fait qu'il les a testées. Il ne les a pas seulement achetés, mais il les a testés il y a quelques jours. Ce qui a provoqué la colère du haut commandement américain, entre autres, et du reste des membres de l'OTAN, y compris donc de celle de M. Macron. Mais là, on est dans un cas encore un peu plus particulier qui est relié aussi à l'assassinat de Samuel Paty, avec une escalade au fur et à mesure la semaine dernière. Vous avez raison de souligner que ce n'est pas la première fois. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas la première fois? Parce que c'est facile. C'est très simple. Emmanuel Macron, j'allais pas dire est le chaînon faible, pas du tout, mais enfin, il y a peu de risques à attaquer Emmanuel Macron et beaucoup plus à attaquer par exemple Donald Trump ou même l'OTAN frontalement que d'attaquer Emmanuel Macron. Puis la deuxième raison, c'est que à peu près dans tous les dossiers que la Turquie gère à l'international, que ce soit la Libye, que ce soit la Syrie, que ce soit en ce moment l'intromission dans le conflit arménien, Azerbaïdjan sur le Nagorno-Karabakh, que ce soit même dans la façon de gérer les musulmans d'Europe, et bien dans tous ces conflits-là, ces deux hommes se retrouvent front contre front. Et puis il y a une raison qu'on n'a pas assez soulignée, c'est qu'on sait, parce que beaucoup de commentateurs l'ont dit, qu'Erdogan aspire au leadership du monde sunnite, musulman sunnite. Ok. Donc en attaquant Emmanuel Macron, il dit à ceux qui sont alliés d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, vous êtes en train de vous allier avec quelqu'un qui s'attaque frontalement aux musulmans. D'une certaine façon, il met un coin dans l'alliance que tout le monde peut constater, l'alliance véritable entre la France et les monarchies du Golfe, en appuyant sur la contradiction qu'il y aurait à s'allier d'une part avec ces monarchies du Golfe ont à s'allier avec quelqu'un qui s'en prendrait aux musulmans en France. Je suis le raisonnement d'Erdogan qui a besoin de ce leadership. Certainement pas ce que j'en pense, bien sûr. Est-ce que, dernièrement, dans la politique d'Emmanuel Macron, dans ce qu'il a évoqué dans la loi sur les séparatismes, dans les modifications même qu'il va apporter à cette loi, compte tenu du contexte avec l'assassinat de Samuel Paty, il y a de quoi fâcher aussi Erdogan, par exemple, lorsqu'il dit qu'il y aura la formation d'imams locaux, ça contrarie la politique d'influence de la Turquie? Oui, évidemment. Tout ça est très complexe. Comme vous le soulignez à l'instant, la plupart des musulmans qui sont en France sont d'obédience sunnite pour la plupart. Donc, effectivement, Erdogan pense que là, il a une audience qui pourrait être sensible à ses arguments. On sait qu'il y a des imams qui sont envoyés notamment de la Turquie, qui peuvent être même rémunérés depuis la Turquie, et que c'est un modèle d'influence aussi. C'est ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment, il y a 3 pays, grosso modo, qui se partagent l'essentiel des 4 plus, on va dire 3 grands pays qui se partagent l'essentiel des subventions, des moyens ou des rémunérations apportées aux imams qu'ils envoient eux-mêmes. C'est la Turquie dans une moindre mesure, mais dans une plus forte mesure, l'Algérie et le Maroc. Donc, en fait, quand Emmanuel Macron
comme d'ailleurs tous les hommes politiques, depuis, il n'y a rien de nouveau, depuis 20 ans, appellent à la constitution, au renforcement d'un islam de France, il contrevient à cet élément d'influence que peuvent avoir et la Turquie, mais aussi le Maroc et l'Algérie, qui pour le coup n'interviennent pas parce qu'ils leurs interventions sont plus discrètes, et en tout cas, et parce qu'ils connaissent mieux la France aussi, tout simplement. Donc ça dérange ces plans. Mais en fait, grosso modo, la Turquie n'est pas celle qui investit le plus en France, ou simplement la Turquie, encore une fois, par la biais de son président, veut rappeler au monde que le dernier calife du monde musulman sunnite était turc. C'était le sultan ottoman en 1923 et déposé en 1926, devinez où, au Caire. Donc il y a vraiment une espèce de bagarre depuis pour une espèce de suprématie sur le sunnisme. La Turquie jusqu'à présent ne faisait pas figure de candidate puisqu'elle se déclarait elle-même laïque. Avec l'arrivée au pouvoir de l'AKP et de Erdogan, il y a là pour le coup une espèce de vocation politico-religieuse à exercer le pouvoir en Turquie. Et donc Erdogan ne souhaite pas relever le titre califal. D'autres que lui le souhaitent, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui au fond travaille à ça depuis très longtemps. Mais au moins une espèce de suzeraineté moderne sur la parole des sunnites ou sur les sunnites eux-mêmes. Et donc là, encore une fois, c'est vraiment un jeu de go. C'est-à-dire, puisque vous voyez bien, les Égyptiens, les Saoudiens et les Émiratis sont en l'embarras, ils ne peuvent pas dire le mal qu'ils pensent de Macron, eh bien moi, seul au sein du monde sunnite, je peux le faire. En tout cas, le moment d'origine de cette escalade de tensions et d'invectives, ça a été la semaine dernière l'absence de condoléances de la Turquie après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. En tout cas, c'est comme ça que l'a interprété la France. Jean-Yves Le Drian y a fait référence la semaine dernière au Sénat. On l'écoute. On dit, vous le savez, que c'est dans les épreuves que l'on reconnaît ses amis. Et j'ai établi cette cartographie. Et je dis ici à ceux qui m'entendent, au-delà de cette salle, que rien de ce que nous pourrons constater ne sera oublié. Rien de ce que nous pourrons constater ne sera oublié. Nous avons bien sûr reçu de très nombreuses marques de soutien du monde entier. Ces marques nous touchent beaucoup. Nous pouvons nous en féliciter. Mais il y a aussi des silences éloquents. Et ces silences-là aussi ne seront pas oubliés. On l'entend, Anne Kratz, c'est beaucoup plus allusif. C'est un peu plus fin, dirons-nous. Ce n'est pas la rhétorique de l'invective d'Erdogan, mais c'est aussi une déclaration hostile à l'égard de la Turquie. Mais enfin, comme le disait monsieur, de toute façon, la France est le maillon faible dans ce domaine, puisque la France est le seul pays qui se revendique entièrement laïque, qui est un concept qui est absolument étranger. Incompréhensible pour les pays musulmans, pour la Turquie, pour beaucoup de pays. Voilà. Parce que la Turquie, par exemple, quand elle se dit laïque, en fait, grosso modo, ça signifie simplement qu'elle ne reconnaît qu'une religion et qu'elle l'administre. Ça n'a rien à voir avec notre laïcité. Ça n'a rien à voir avec notre laïcité. D'ailleurs, il faut quand même expliquer aux Français que nous sommes probablement le seul pays au monde, avec le Mexique, à avoir une telle où l'État est tellement dégagé du fait religieux. Donc, ce qui veut dire des valeurs, ce qui signifie aussi, en étant seul au monde, qu'on a beaucoup de mal à l'expliquer à l'étranger, notamment dans des pays dans lesquels la religion est très prégnante. Je pense aux pays musulmans, mais pas seulement. La plupart des pays qui nous entourent ont soit une religion d'État, soit un rapport avec les églises qui leur permet, par exemple, comme en Allemagne, de lever l'impôt pour elles. Comme en Espagne, d'avoir effectivement, non pas une religion d'État, mais enfin une religion... une primus inter pares, on va dire. Ou comme aux États-unis. Ou comme aux États-Unis. Les églises bénéficient de largesse au niveau de leurs impôts, qui sont absolument uniques. Il suffit d'ouvrir une église aux États-Unis, ce que n'importe qui peut faire, sans avoir un diplôme quelconque. À ce moment-là, on a tout de suite on ne paye plus d'impôts sur les recettes. Le président, je dirais, jurer sur la Bible, ça c'est évidemment des choses je dis souvent, pour bien comprendre la différence, que la France ne reconnaît aucune religion, les États-Unis les reconnaissent toutes. Et donc, ce qui d'ailleurs crée aussi une espèce d'indépendance vis-à-vis de toutes les religions, puisqu'en les reconnaissant toutes, on n'en privilégie aucune. Mais on voit bien là qu'il y a deux formes de compréhension. Donc, en fait, d'une certaine manière, Erdogan joue sur du velours
auprès des musulmans sunnites en prenant la partie pour le tout, c'est-à-dire notre émotion face à cet attentat terroriste épouvantable, le fait que nous cherchions en fait collectivement des moyens de répondre à l'islam radical, et il essaye évidemment de l'autre côté d'expliquer que ces déclarations faites par le président dans un contexte très particulier d'attentats terroristes et ne parlant que de l'islamisme radical, Erdogan effectivement essaye de faire croire que le président français s'en prenait à tous les musulmans. Et ça, c'est possible pour lui de le dire et pour certains musulmans de le croire, simplement parce que notre concept de laïcité est absolument incompréhensible pour le reste du monde. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous. On le voit même dans les journaux américains. Non, bien sûr. En plus de ça, il y a beaucoup d'éléments dans ce dossier. Il y a la relation de Erdogan avec les Américains, qui est à la fois très mauvaise en ce moment, mais qui est indispensable pour les Américains. Enfin, le consensus au sein du Pentagone est que la Turquie est indispensable à l'OTAN. Il n'y a qu'à regarder la carte, tout le monde comprendra pourquoi, indépendamment même de son histoire culturelle, etc. Et il y a aussi l'emphase qui est mise par le secrétaire d'État américain actuel, M. Pompeo, sur la liberté de pratiquer la religion. Cette emphase qu'il met sans cesse quand il va, par exemple, dans les pays du Golfe ou très récemment en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, où il met l'emphase sur la liberté de religion, etc. On doit protéger la liberté d'être musulman partout. C'est aussi, de la part de Pompeo, une manière, alors, un petit peu comme celle de Erdogan, de mettre un coin entre les Européens et les États-Unis. Tout à fait. Ça a été un peu c'est du billard à plusieurs bandes pour tout le monde. Exactement. J'allais juste ajouter, si vous me le permettez, à propos d'Erdogan que c'est un grand parleux, petit faiseux. Parce que, en fait, c'est un peu. En fait, quand il est confronté à la réalité, c'est que, par exemple, quand il s'oppose à Emmanuel Macron en Méditerranée orientale, à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il retire ses bateaux, et puis il a, par exemple, dès aujourd'hui, on a appris que finalement, il n'y aurait plus d'exercice militaire de la marine turque dans la mer Égée le 28 octobre, c'est-à-dire après-demain, parce que... Il y a eu les tensions avec la Grèce, il y a eu les tensions avec la France, avec l'histoire de la frégate Courbet l'été dernier. À la fin, il parle beaucoup, il fait des grands gestes et puis il retire ses bateaux. Donc là, on peut dire que sur le sujet, il est facile pour lui de faire la claque, il est facile pour lui d'agiter le marigot ou le bocal, il est facile et dangereux, parce que j'ajouterais quand même que c'est tout de même dangereux de faire ce genre de choses, mais c'est facile, ça lui coûte pas cher et ça peut lui rapporter gros. Que voulez-vous que je vous dise ? Pour aller dans votre sens, notez que la Turquie a aujourd'hui condamné, je le cite, l'assassinat monstrueux de Samuel Paty par un tweet du porte-parole de la présidence turque. Tout ça à l'issue de toute cette journée de tension et alors qu'il y a eu effectivement ces invectives lancées par Erdogan dans un discours dans la même journée. Grand parleux, petit faiseux. Alors l'une des conséquences aussi de tout cela, c'est que la Turquie a appelé avec d'autres au boycott des produits français. Écoutez bien le président turc. Je m'adresse à ma nation. Tout comme en France, certains disent « N'achetez pas les marques turques ». Je m'adresse d'ici et maintenant à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez pas. C'est un appel aujourd'hui qui suivait celui d'autres pays au boycott de produits français. Plusieurs vidéos virales sur les réseaux sociaux ont permis de voir, regardez, ces produits français, ces marques françaises retirées des rayons des supermarchés. En l'occurrence, il s'agit d'images dans un supermarché au Qatar, mais il y a eu aussi des images au Koweït, dans de très nombreux pays. Comment est-ce que vous interprétez cela, Anne Kratz, sachant que tout ça a commencé par la défense des caricatures de Charlie Hebdo par Emmanuel Macron et les premiers pays qui ont commencé le boycott ont justifié cela par leur réaction à la défense des caricatures. Oui, ils ont justifié cela, y compris les amis français dont vous venez d'évoquer les noms dans le Golfe. Moi, j'aimerais bien citer ici Régis Debray, qui a écrit des choses très intéressantes sur le sacré. Et il a dit quand même que tout le monde a droit à son sacré. Alors moi, je voudrais dire que si j'étais musulmane et si on insultait mon Dieu de façon récurrente, peut-être que ça ne me ferait pas très plaisir et que j'en prendrais ombrage. Je crois que la liberté d'expression, c'est cela qu'on a tous évoqué au sujet de la publication de ces caricatures, est quelque chose qui ne se divise pas, ça on est bien d'accord là-dessus,
Donc les caricatures ont été publiées il y a quelque temps. Elles ont suscité des morts. Les gens qui ont commis ces forfaits sont en train d'être jugés en France. Oui. C'est tout à l'honneur de la France. Peut-être qu'il faudrait quand même essayer de voir s'il ne serait pas un peu raisonnable de ne pas provoquer d'autres tragédies en republiant des caricatures qui ont déjà fait la preuve éclatante de la liberté d'expression en France. Une atteinte à la liberté d'expression que de dire qu'on ne peut pas republier ces caricatures. Je pense qu'il ne vaut mieux pas rentrer dans ce débat. Parce que, je ne dis pas ça, mais je crois qu'il faut quand même montrer un petit peu il faut être un petit peu raisonnable dans l'utilisation de ces... C'est un vaste débat. Pour tout vous dire, je suis assez d'accord avec vous, pas tout à fait sur les mêmes points, mais bon, l'idée là qu'on essaie de voir, c'est d'abord, ces boycotts n'ont jamais réussi. Parce que si s'opposer à la France, ça consiste à boycotter le Babybel, ou le Vache qui rit, ou le Caprice des dieux. Merci de citer plusieurs marques. Voilà, plusieurs marques, histoire que tout le monde en ait pour son compte. Ça ne marche jamais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce ne sont pas des pays qui ont appelé au boycott, mais bien des associations ou des individus qui l'ont fait dans les pays en question. Quand le Qatar appelle au boycott, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, ils ont d'autres choses en tête, comme le fait qu'ils sont eux-mêmes l'objet d'un blocus de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, les fameux usual suspects alliés des Français. Par ailleurs, ces boycotts, on les a vus plein de fois, notamment d'ailleurs au moment du sortir des caricatures de Mahomet en 2015, même avant, 2012 à 2015, où on a vu des drapeaux français brûlés, etc. Oui. Où il y a à la fois instrumentalisation de ces caricatures. Il y avait même eu au Danemark des caricatures qui avaient suscité aussi des réactions du monde musulman. Incompréhension totale du monde musulman qui ne comprend pas ce que signifie le fait que le blasphème ne soit pas incriminé en France, ni un crime ni un délit, n'existe pas en France, tout simplement, français, et qui ne comprend pas, et il y a vraiment une histoire de lost in translation. Nous sommes perdus dans la traduction entre ici et Islamabad, ici et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, et ça demanderait des heures et des heures d'explication. C'est pas sûr que. Donc, je ne crois pas à ces boycotts. 2, ils sont là pour marquer le coup, appelés par des associations, et pour essayer de remobiliser sur une chose qu'en fait, je pense que ne mobilisera pas grand monde. Donc, et par ailleurs, quand Erdogan appelle au boycott, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne lui coûte rien. La France est son 10e client et son 7e marché d'exportation. Bon, si nous on sera privé des pistaches, et l'Arabie et le. Ça mange pas de pain. Et ça, on sera privé des pistaches. Et eux, par contre, risquent d'être privés des voitures Renault qui sont fabriquées chez eux. Donc il y a une balance à faire. Franchement, ça ne me ça ne m'émeut pas particulièrement. Ça ne vous inquiète pas. Oui. Et comme vous le disiez à l'instant, il faut le souligner, pour le moment, Erdogan est le seul chef d'État qui a appelé au boycott. Les autres, ce sont des organisations islamistes ou des particuliers, les réseaux sociaux, etc. Et d'après ce qu'on entend dire en Turquie même, pour le moment, ça reste assez limité à ces milieux-là. Il a fait l'appel seulement aujourd'hui. En tout cas, faut-il craindre un impact économique important pour la France? Vous nous dites plutôt non. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, appelle aujourd'hui les entreprises françaises à résister au chantage et à subir courageusement. Écoutez-le. Ça. Bon, bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui sont implantées là-bas, dans l'agroalimentaire, dans le luxe, dans les cosmétiques. Mais il n'est pas question de céder au chantage. Il y a un moment où on doit faire passer les principes avant la possibilité de développer nos affaires. Et donc, on est évidemment totalement solidaire du gouvernement français. Et moi, évidemment, j'appelle les entreprises à résister à ce chantage. Anne Kratz, est-ce que... Mais alors, c'est facile à dire. Oui, voilà, c'est facile à dire. C'est vraiment de la popularité pour pas cher. Oui. C'est-à-dire, tout le monde va vous dire, et moi le premier, mais résistons au boycott. Mais enfin, le problème n'est évidemment pas là. Et d'une certaine manière, réagir à la parole d'Erdogan est presque à cette parole-là, je veux dire, cette parole d'appel au boycott, au quotidien et au tac est presque contre-productif. Les problèmes sont ailleurs, plus graves, et
quand en fait, encore une fois, je vous disais tout à l'heure d'Erdogan, j'avais l'air de faire un bon mot, mais c'est vrai, grand parleux, petit faiseux, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous verrez dans quelques jours, on l'a déjà vu. Vous dites que ça va s'essouffler. Non seulement ça va s'essouffler, mais il a mis immédiatement des contre-feux. Il y a un mois et demi de ça, il s'en prenait à la Grèce. Et puis on apprenait par la bande que, non, finalement, il avait décidé de restaurer un monastère auquel les Grecs tenaient beaucoup, qui se trouve sur l'île des Princes, en large d'Istanbul. Il allume des contre-feux en permanence parce qu'il ne veut pas se fâcher sérieusement avec ceux qui sont les alliés fondamentaux de la Turquie depuis 60 ans, parce que les militaires qui ne le veulent pas, que sont les États-Unis et la France, même la Grèce, par le biais de l'OTAN. C'est ça, c'est son assurance. Il ne veut pas, grosso modo, se mettre entre les mains de Vladimir Poutine et de la Russie, qui est, à mon avis, pour les intérêts turcs, autrement plus dangereux que les lointains États-Unis ou que la France, qui reste malgré tout une puissance moyenne et avec laquelle on peut discuter, en plus avec laquelle on fait des affaires. Voilà. L'OTAN qui existe encore, même si Emmanuel Macron l'avait considéré comme étant en mort cérébrale. Il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont Emmanuel Macron réagit face à la Turquie, que je trouve toujours un peu excessive. Allez, on va terminer avec... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Franchement, c'est pas la peine d'en rajouter. Justement, la diplomatie n'existe plus. On n'a plus qu'une rhétorique absolument excessive dans tous les domaines. Et comme vous dites, une chose qui était, si vous voulez, le b.a.-ba de la diplomatie, justement de ne pas répondre systématiquement à toutes les provocations. On oublie tout ça. On répond à toutes les provocations, qu'elles soient étanches. Je reconnais que Erdogan est très énervant, qu'il se retrouve encore une fois sur tous les dossiers que les Français aimeraient vouloir maîtriser, notamment la Libye, qui pour Emmanuel Macron est un no-go, où il se retrouve nez à nez avec la Russie et la Turquie en Libye, alors que la France comptait au moins tirer un peu les marrons du feu de son intervention de 2011. Je reconnais que ça peut être très agaçant, mais la réaction d'Emmanuel Macron ces derniers jours est vraiment trop excessive. Allez, on termine avec le troisième thème de ce match, un troisième thème consacré au match Trump-Biden, alors que le Sénat américain vote aujourd'hui pour confirmer la juge nommée par Donald Trump à la Cour suprême aujourd'hui. Donc c'est une juge, une fervente catholique, conservatrice de 48 ans qui remplace une icône progressiste, féministe. Alors, ça va beaucoup modifier l'équilibre au sein de la Cour suprême pour vous, Anne Kratz. Qu'est-ce que ça va changer ? Oui, bien sûr. Là, la Cour se retrouve à presque 100% conservatrice. Oui. Cela dit, moi, 6 juges contre 3 plus progressistes, quoi. 6 juges. Voilà. Ça dépend dans quel domaine. Il faut bien voir que la Cour suprême des États-Unis ne s'occupe pas que des grandes questions de société, mais s'occupe aussi beaucoup de questions qu'on pourrait appeler commerciales, capitalistes, etc. Et que très souvent, dans ces cas-là, elle donne tout à fait raison aux grands capitalistes, etc., par rapport au petit peuple, disons. Ça va mais bien sur sûr. Les questions de société, disons que c'est là qu'on le pour les questions de société. Oui, mais alors moi, je constate que historiquement, pour les questions de société, la Cour suprême des États-Unis a toujours été dans le sens de l'histoire du pays. Donc je pense que, je suis peut-être en train d'être l'avocat du diable ici, mais je pense que même avec Mme Barrett à la Cour, je ne pense pas par exemple qu'il y ait un très grand danger que la Cour élimine par exemple le droit à l'avortement. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y aura une révolution aux États-Unis. Quant à éliminer l'Obamacare, c'est-à-dire le programme d'assurance maladie pour les Américains les moins fortunés, je ne pense pas non plus que ça ira très loin, parce que les républicains ont déjà essayé 3 fois et ils ont échoué, et qu'il y a un soutien assez fort pour ce programme au sein de la population. Il y a un argument qu'on a toujours oublié sur cette affaire d'avortement, notamment parce que c'est ce que craignent les progressistes, au fond. Grosso modo, c'est que la fameuse décision qui date, je crois, de 69, qui permet l'avortement aux États-Unis, qui ensuite a passé son temps à être restreinte, mais enfin qui permet l'avortement aux États-Unis, en fait est un argument républicain. L'idée, c'est, vous, citoyens, vous habeas corpus, vous disposez de votre corps, une femme dispose de son corps et ne peut pas se faire imposer ce qu'elle doit faire ou pas par le gouvernement, le médecin, une institution. C'est la définition même de la liberté américaine défendue par le Parti républicain à l'époque. À l'époque où, par exemple, Ronald Reagan avait signé dans les années 60 une des lois les plus libérales pour l'avortement, alors qu'il était gouverneur de Californie. L'avortement, c'est dans l'ADN républicain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les premières lois pour l'avortement, pour la défense du droit des femmes de disposer de leur corps contre l'institution qui voulait leur imposer de ne pas avorter, c'était un argument républicain. Ça a beaucoup changé depuis, je ne vais pas non plus faire le malin en essayant de faire le sophiste. Il est vrai que ça pose un problème que 6
juges suprêmes, justices, soient maintenant entre les mains des conservateurs. Mais il y a une solution, et c'est pour ça que les démocrates ne font pas les malins. Il y a une solution qui consiste éventuellement, si Joe Biden est élu, si le Congrès reste aux mains des démocrates, et aussi le Sénat passe aux mains des démocrates, qui s'appelle Pact the Court, qui consiste en fait à ajouter des juges. Et c'est parfaitement possible parce que la Constitution américaine ne prévoit pas le nombre de juges. Donc, à l'issue de l'élection, le président, devant la constatation qu'il y a trop de juges conservateurs, pourrait décider de faire nommer, par le biais d'une loi, 2 à 3 juges de plus, et cette fois-ci démocrates. Oui, ça serait bien, mais comme nous en parlions avant le programme, la majorité des Américains n'est pas totalement favorable à cette idée d'augmenter le nombre des justices déjà. Et puis, il y a quand même un autre aspect à c'est que l'administration Trump a déjà pacté the courts, mais les autres cours, avec des juges extrêmement conservateurs dans tout le pays. Et c'est là où, par exemple, le débat sur l'avortement va être un peu plus compliqué quand même, parce qu'à l'intérieur des États qui, vous le savez, peuvent faire ce qu'ils veulent, et qui ne sont pas forcément dépendants de l'État fédéral, ils peuvent mettre beaucoup d'obstacles, par exemple, à l'avortement, par exemple, en ne permettant pas l'existence de plus d'un certain nombre de cliniques dans un État, etc. Donc, rendant l'avortement dans certains États, en particulier ceux du Sud et du Middle West, beaucoup plus difficile pour les femmes d'obtenir l'avortement. C'est ça le problème. Alors, tout cela s'inscrit bien sûr dans le contexte où on est dans la dernière ligne droite de la présidentielle américaine, une campagne où la pandémie de la Covid était omniprésente. Ce week-end, c'est Barack Obama qui a éreinté la politique de Donald Trump. Il était dans un état clé, d'ailleurs, puisqu'il était en Floride. Regardez. Cette pandémie aurait été difficile à gérer pour n'importe quel président, car nous n'avons pas vu une telle chose depuis 100 ans. Mais l'idée que cette Maison-Blanche ait fait autre chose que complètement foirée est absurde. 8 mois après le début de cette pandémie, les nouveaux cas battent encore des records. Donald Trump ne va pas soudainement nous protéger. Il n'est même pas capable de prendre les précautions les plus élémentaires pour se protéger lui-même. Voilà pour cette intervention de Barack Obama qui s'inscrit aussi dans le contexte, Anthony, où Mark Meadows, le chef de cabinet de Donald Trump, a dit « Nous n'allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu'on puisse avoir des vaccins », ce qui est vécu, ce qui est analysé comme un aveu d'impuissance pour les démocrates. Alors, les États-Unis, grosso modo, face à l'épidémie, se retrouvent dans une très mauvaise position. Ils étaient partis de très loin. C'était un des pays qui était le moins affecté au monde. Je parle de ça il y a encore 2-3 mois. Et aujourd'hui, ils sont 10e au monde en nombre de morts par million d'habitants. Ils ont dépassé largement la France, qui est 18e, et même la plupart des pays d'Europe. 224 000 morts du Covid aujourd'hui. Voilà. Et en proportion, parce qu'il faut toujours réfléchir. En proportion, c'est comme un continent. Ça fait à peu près 640 morts par million d'habitants. Je rappelle que la France est à 500. Et voilà. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et puis en plus, on voit bien qu'en plus, ils sont en train d'aborder cette deuxième phase de l'épidémie en partant de très haut. Et donc, c'est une catastrophe qui en plus est en train d'advenir. Je vais vous dire une chose. En fait, en quoi ça affecte le vote ? Eh bien, tout simplement parce qu'aux États-Unis, ceux qui votent le plus sont plus de 65 ans. Et les plus de 65 ans, il y a encore, au moment de 2016, au moment de l'élection de la première élection de Donald Trump, avaient par 10 points favorisé Donald Trump. Et aujourd'hui, ils sont 10 points de moins. C'est-à-dire que Donald Trump est derrière Joe Biden de 10 points dans cette catégorie de la population. Je peux vous le dire, c'est une catégorie de la population très importante qui vote beaucoup et ça signe l'élection de Joe Biden. Ah oui, Anne Kratz, le mot de la fin et votre pronostic, puisque... Joe Biden. Voilà, Joe Biden pour Anthony, votre pronostic. Oui, écoutez, moi je voudrais pas être... c'est pas encore tout à fait joué à cause du système électoral américain, c'est pas encore tout à fait joué. Il y a encore pas vendre la peau de l'ours. Absolument. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On espère tous, enfin à titre personnel, je le dis aussi, on espère tous que Joe Biden va gagner. Les chiffres sont bons, mais ce n'est pas encore gagné à cause du système électoral américain. Il y a quand même un noyau très dur de soutien à Trump qui ne fait pas défection. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce match. Fin de cette émission. On se retrouve demain à 22h30 pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Demain, dès 7h30, vous retrouverez Bonjour chez vous. Oriane Mancini reçoit, vous le voyez, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.